La Chine reste énigmatique. Nous savons, nous, Européens, parler des Européens parce que nous avons de longs siècles d'expérience de vie commune. La Chine a toujours été l'extérieur lointain, ce qui aujourd'hui devient complètement absurde. Mais il y a un tel rattrapage de connaissances et surtout l'obligation d'adopter d'autres catégories que celles auxquelles nous sommes habitués, parce que l'histoire n'est pas la même, la culture n'est pas la même, le positionnement n'est pas le même. Et donc, ce qui m'intéresse dans cette réflexion introductive, c'est de poser les bases d'un nouveau dénominateur commun dans l'approche du monde. La Chine a renouvelé le monde, donc il faut que nous renouvelions en fonction de ça notre discours. C'est ce que j'ai essayé de poser en introduction. Il est d'usage de commencer une présentation par une adresse en s'adressant aux personnalités et en les nommant individuellement par leur titre, mais je suis tellement impressionné de voir tellement de personnalités, et étant sûr dans cette situation que j'oublierai les plus importantes, je me permets simplement de vous adresser ce salut inaugural, empli de timidité et d'effroi, parce que introduire la Chine aujourd'hui et en 10 minutes, on a beau être formé par une bonne maison depuis, 48 ans, c'est quand même un pari presque intenable. Alors, j'ai été séduit par le titre que vous avez proposé pour cette session, « La Chine, créateur et acteur d'un nouveau monde ». Je crois que c'est exactement cela notre sujet, c'est-à-dire avoir le courage d'inverser notre vision. Notre vision, à nous occidentaux, elle est parfaitement linéaire. Et on a des excuses pour cela. C'est quand même l'Europe occidentale, divisée et compétitive, qui, au XVIIe siècle, avait inventé le premier ordre international, au sens strict du terme international, c'est-à-dire décrivant la compétition d'États-nations voisins et cousins. Et partant de cette idée, dans nos cerveaux occidentaux, nous avons toujours l'imagination que cet ordre mondial dérive de cette longue et patiente construction dont nous sommes l'acteur privilégié. Les choses se sont inversées dès le XIXe siècle. C'est-à-dire la mondialisation, ou plus exactement la pré-mondialisation, c'est-à-dire la construction d'un espace mondial, la construction d'un système monde, ne s'est pas fait à partir d'un acteur unique, comme ça avait été le cas de tous les systèmes internationaux qui avaient précédé. Et la Chine joue dans ce processus un rôle que nous savons de plus en plus important et que nous devons d'autant mieux connaître que ce jeu de la Chine, que ce rôle que tient la Chine dans l'espace mondial aujourd'hui, vient transformer profondément notre grammaire des relations internationales. Et ça, malheureusement, nous ne voulons pas le voir. Nous continuons à employer les anciens concepts et leurs anciennes définitions, souveraineté, puissance, nation, ami, ennemi, comme si ces catégories étaient pérennes. Elles ne le sont plus. 3 idées, si vous voulez, pour cadrer. 3 idées. La première, c'est que la Chine est entrée peu à peu dans le processus de mondialisation avec une vision active de son rôle, mais sans chercher, contrairement à notre histoire occidentale, à faire le monde à son image. C'est la vieille histoire du rapport à l'universel qui est au centre de notre ligne politique et de notre pensée, mais qui, dans un modèle culturel chinois multimillénaire qui n'est pas messianique, ne pose pas la mondialisation comme synonyme de l'universalisation, c'est-à-dire de la formation du monde à sa propre image. La deuxième idée, c'est effectivement, à travers la montée en puissance de la Chine, une nouvelle vision de la puissance, peut-être plus pragmatique, plus instrumentale, plus rivée à d'autres finalités, notamment le développement, et dans le discours politique chinois, l'idée que la puissance doit aider au développement est une idée fondamentale, là où dans notre histoire, la puissance est devenue auto-finalisée, c'est-à-dire être puissant pour être puissant et garder son statut de puissance.
ce ne sera peut-être pas toujours vrai, et la découverte et la formation d'un espace régional, nous y reviendrons tout à l'heure, va peut-être quelque peu bouleverser la chose. Et puis le troisième élément que je voudrais aussi mettre en évidence, c'est les nouvelles routes du monde ouvertes par le rôle de plus en plus important accompli par la Chine dans l'espace mondial. La route Pékin-Moscou, dont on parle peu, et qui refonde l'Eurasie, et qui va devenir, dans notre histoire mondiale contemporaine, un élément clé. On n'est pas assez attentif à ce que signifie l'Organisation de coopération de Shanghai, on n'est pas assez attentif à cette reconstruction du continent eurasiatique. Cette impossible solidarité Moscou-Pékin naguère est devenue maintenant une hypothèse forte et un scénario fort pour les prochaines relations internationales. La route de la soie et ce nouveau positionnement de l'Asie centrale qui dérive de ce travail très volontariste fait par la Chine sur son flanc occidental. Et puis l'espace pacifique. Je me souviens, lorsque j'étais étudiant à Sciences Po, il y a très très peu de temps pourtant, merci, mon professeur Charles Morazet projetait cette carte du monde où la France était juste au milieu. Il y a d'autres projections possibles, vous le savez, car la Terre est ronde, et fait de plus en plus apparaître le Pacifique comme étant un centre potentiel du nouvel espace mondial. Alors, pour comprendre tout cela, je voudrais mettre en évidence peut-être trois réalités, trois paramètres que peut-être on ne sait pas suffisamment concevoir et placer dans nos analyses. Le premier, c'est que paradoxalement, le succès de la Chine dans la mondialisation tient à la difficulté de son entrée dans l'espace mondial. C'est un paradoxe, comme tous les paradoxes, c'est un paradoxe apparent, mais c'est probablement un des éléments clés du destin chinois dans l'espace mondial d'aujourd'hui. Les choses avaient très mal commencé. Lorsque s'est construit ce que j'appelle cette pré-mondialisation, c'est-à-dire en fait le XIXe siècle, avec cette réouverture des océans, notamment vers le continent est-asiatique, on avait affaire à un double enfermement, à un monde occidental qui voulait garder sa prédominance et son hégémonie sur ce monde qui s'élargissait hors de ses frontières, parce que système international et relations internationales, jusqu'à très peu de temps, en fait, c'était l'Europe, et l'Europe seule. À l'époque où la doctrine Monroe tenait les États-Unis hors du jeu des relations internationales, et où celles-ci, en tous les cas jusqu'aux 2 dernières guerres mondiales, étaient essentiellement des relations inter-européennes. Donc il y a intra-européennes. Donc il y avait un véritable enfermement occidental face à un autre enfermement qui était celui de la Chine dans sa vieille tradition impériale, qui était synonyme culturellement d'ignorance ou de refus de considérer l'altérité. Et dans ce double enfermement, la Chine a été confrontée à une situation extraordinairement difficile qui perdure aujourd'hui, qui est ce triangle des 3 empires, Chine, Japon, Inde. Rares sont les espaces mondiaux où on a ainsi une telle proximité de 3 empires, et un empire, par définition, signifie l'absence de frontières, l'absence de limites et l'idée de rayonnement absolu. Il faut tenir compte de la manière dont cette découverte de ces 3 empires, les uns par rapport aux autres, a conduit à cette relation extrêmement complexe entre la Chine et le Japon, faite d'admiration, admiration pour un Japon qui avait bâti une puissance européenne, la Russie, en 1905, et qui était, ne l'oubliez pas, la destination normale des nationalistes chinois au début du XXe siècle, Chou Enlai choisissant par exemple d'aller faire ses études au Japon.
et les fameuses émeutes du 1er mai 1919, première expression du nationalisme chinois qui se conjuguait avec l'admiration de ce Japon qui s'affirmait comme première nation moderne de l'Asie. En même temps, cette brutalité de la réaction impériale japonaise et les événements que nous connaissons, notamment des années 30. Autre élément défavorable, cette triste coïncidence entre un temps de décomposition politique de la Chine, entre 1911, je dirais, et 1949, alors que se jouait justement l'ouverture du monde partout ailleurs. Peut-on conjuguer cette décomposition politique avec cette mondialisation qui se construit? Je crois que cette vieille tradition qui perdure aujourd'hui de centralisme politique qui caractérise les choix politiques et diplomatiques chinois s'explique par ce passé de décomposition qui a été paralysant. Et dernier élément, la guerre froide. La guerre froide obligeant à un alignement et venant en quelque sorte maquiller, tenir à l'écart, tenir en bride le rôle nouveau de la Chine. Deuxième paramètre explicatif, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, la Chine est certainement, dans le monde actuel, le pays qui a le mieux compris ce que mondialisation voulait dire. Peut-être à cause de ce paradoxe que j'évoquais tout à l'heure, parce que la Chine, paralysée par les éléments du passé que je décrivais, en est aujourd'hui libérée. La Chine n'est prisonnière d'aucune alliance. La Chine n'est prisonnière d'aucune théorie politique. La Chine n'est prisonnière d'aucune vision messianique. La Chine n'est prisonnière d'aucune obligation par rapport au monde. Ce qui crée un rapport à la mondialité que je voudrais caractériser à travers trois pistes. D'abord, la volonté de garder la dimension économique de la mondialisation au-dessus de la dimension politique. Ça ressemble à du libéralisme classique. La mondialisation, c'est d'abord les échanges. On croirait presque entendre les grands théoriciens du libre-échangisme. Mais c'est une posture qui, par rapport à la nôtre, est fondamentalement émancipée de notre vision westphalienne du monde. C'est-à-dire, la mondialisation n'a pas de compte à rendre à la logique politique fondamentale et élémentaire. La mondialisation s'apprécie en Chine par rapport à des besoins simples et évidents. Les besoins simples et évidents, c'est 15 millions de barils de pétrole par jour. C'est aussi un besoin en matière d'agriculture qui dépasse de 2,5 fois la surface cultivable de la Chine. Tout ceci projette naturellement la Chine dans l'espace mondial et fait de ce paramètre économique l'élément fondateur de sa posture nouvelle. Le deuxième élément qui caractérise tout cela, c'est une vision de la mondialisation qui donne plus de place à la tractation qu'à l'influence. C'est-à-dire, finalement, la mondialisation correspond à un pragmatique besoin et ne cherche pas à universaliser un modèle. Ce qui reste encore central dans notre vision des relations internationales et de la mondialisation. La mondialisation est conçue par nos penseurs et nos acteurs et nos penseurs, comme étant un moyen, un biais d'universaliser un modèle plus rationnel que les autres, plus démocratique, plus juste, ou je ne sais, en tous les cas plus conforme à notre propre image. Ce n'est pas du tout un paramètre décisif dans la vision chinoise de la mondialisation. Il ne s'agit pas de siniser le monde. Est-ce que cela vaut réhabilitation des relations bilatérales et freinage du multilatéralisme? C'est un débat qui n'est pas clos. Est-ce que ceci ne se fait pas au détriment du soft power, je sais qu'on en reparlera tout à l'heure, chinois? Est-ce que ceci ne limite pas la progression de l'influence culturelle chinoise? Nous le ressentons, nous, en France, où on aimerait tant pouvoir bénéficier davantage des vents culturels chinois. Troisième paramètre, c'est cette fameuse doctrine du win-win, gagnant-gagnant.
Et derrière cette idéologie que l'on voit dire, redire dans la rhétorique politique chinoise et aussi dans la rhétorique journalistique, il y a quand même quelque chose qui me paraît fondamental, la compréhension avant les autres que la mondialisation signifie interdépendance. Interdépendance des uns et des autres, c'est-à-dire ce que je gagne, l'autre peut le gagner, ce que l'autre perd, moi je ne le gagnerai pas, mais je risque de le perdre. Raison pour laquelle la Chine considère qu'un effondrement ou un échec de l'économie européenne serait pour elle plus négatif que positif, et la même chose des économies américaines. Ça, c'est une vision dont nous avons du mal à nous défaire. Nous qui sommes tellement attachés au schéma schmittien de l'ami-ennemi. Nous qui avons tendance à regarder les relations internationales, on l'entend tous les matins dans le Poste, à travers le paramètre préfabriqué de l'ami-ennemi. Alors que nous sommes dans un monde où ce paradigme n'a plus aucun sens. Est-ce qu'au Moyen-Orient, par exemple, les amis de nos amis sont nos amis? Est-ce que les ennemis de nos amis sont nos ennemis? Est-ce que les ennemis de nos ennemis sont nos amis? Petit devoir pour ce soir que je vous propose, et vous verrez que ça ne marche jamais. Et ça, c'est normal que nous ayons cela dans notre ADN politique, parce que ça correspond à notre histoire westphalienne, à notre histoire de compétition interétatique, à notre jeu d'alliance. Ce qui m'intéresse dans l'histoire diplomatique chinoise, c'est cette méfiance, depuis que la Chine est entrée comme acteur majeur du monde, cette méfiance à l'égard de l'idée d'alliance, cette méfiance à l'égard de l'idée d'ami ou à l'égard de l'idée d'ennemi. Ce n'est plus un mode de typologie des relations internationales, avec des blocages. Il ne s'agit pas de dire ici que la Chine gagne partout et toujours. Les blocages, j'en vois 3. Est-il possible de se construire dans la mondialisation sans soft power? Je sais que nous y reviendrons, j'y vais très bien. Même si je dirais que la Chine sait magnifiquement avoir un soft power à l'envers. Qu'est-ce que c'est que le soft power à l'envers? C'est cette capacité inégalée d'envoyer ses étudiants faire des études à l'étranger. C'est-à-dire d'avoir maintenant une jeune élite qui a un double label et une double formation occidentale et asiatique, chinoise. Ce qui est un plus. Nos amis américains accueillent généreusement les étudiants de partout, et notamment des étudiants chinois. Vont-ils en masse faire leurs études à Shanghai? Et c'est là, peut-être, que se dessine une différence qui comptera demain. La deuxième limite, c'est les problèmes intérieurs. Les mouvements sociaux, les tensions sociales, ce n'est pas mon objet que de les décrire et de les analyser ici, appartiennent au moment de l'entrée dans la mondialisation. Et leur évolution va nécessairement peser sur les lendemains de cette entrée réussie dans la mondialisation. Et le troisième et dernier paramètre, peut-être le plus pervers, c'est qu'on peut intelligemment être une puissance émergente sans jouer la carte classique de la puissance internationale, mais jamais sans jouer la carte de la puissance régionale. Une puissance émergente ne peut pas s'effacer dans sa sphère régionale. Et cette tenue distante de la Chine par rapport aux conflits du monde, par rapport au régime politique dans le monde, par rapport aux choix politiques des autres, par rapport aux ambitions politiques sur lesquelles nous avons, nous, occidentaux, toujours notre mot à dire, même si il se produit en Guinée-Bissau ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Chine est obligée de l'avoir dès qu'il s'agit de son espace régional. Peut-être en souffre-t-elle. Peut-être est-ce là une contradiction qui vient affaiblir ses succès sur le plan de la mondialisation. Alors, Monsieur le Premier ministre, avant que vous me disiez que je suis trop long, je voudrais terminer en faisant 3 remarques qui sont peut-être celles de l'innovation conceptuelle de la Chine dans l'intelligence, la connaissance, la compréhension des relations internationales. D'abord, je me suis beaucoup intéressé depuis 2 ans à suivre la reconstruction du concept de souveraineté. La Chine a une lecture de la souveraineté qui est totalement inédite. Elle est totalement inédite parce qu'elle a des dimensions très conservatrices.
Rares sont les pays qui, avec autant d'application, rappellent le principe de l'intégrité territoriale, de la non-ingérence, en faisant même une doctrine universelle pour critiquer l'intervention des autres ailleurs. Et souvent, à juste titre, mais ça, je n'ai pas besoin de le dire, la Chine a cette vision conservatrice de la souveraineté dans l'exercice et dans ses accomplissements politiques dans l'espace régional, je viens de le dire. La Chine est encore animée par cette peur multiséculaire que d'autres viennent de l'extérieur ruiner ses expériences intérieures. Mais en même temps, la Chine s'ouvre à la mondialisation de manière qui nous interdit désormais de considérer que la Chine est souverainiste. Quand on emploie en Europe le terme souverainiste, c'est d'abord pour désigner la fermeture des frontières, l'enfermement, la protection par rapport aux flux transnationaux. Ce qui est intéressant dans le modèle chinois, c'est cette combinaison entre une vision très classique de la souveraineté et cette vision très généreuse, très centriste dans la logique de mondialisation. Cette combinaison inédite de l'idée de souveraineté et de l'idée de mondialisation, c'est la marque de la Chine, que l'on retrouve d'ailleurs, dont on retrouve certaines traces, mais sous des formes différentes dans d'autres pays émergents, comme le Brésil ou comme l'Inde, d'où effectivement le succès des BRICS et cette culture politique nouvelle qui est en train de se constituer à la charnière des anciennes puissances et du monde en développement. Mais c'est aussi une souveraineté qui insiste sur la différence. Là où chez nous, souverainisme insiste davantage sur la hiérarchie. C'est une souveraineté qui est axée sur l'idée de profit plus que sur l'idée d'hégémonie. Et c'est une souveraineté qui, comme tout pays qui a souffert, insiste sur l'idée de réappropriation. Et la manière dont la Chine a conduit la construction de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures est un modèle de ce point de vue-là. Effacer l'idée de conditionnalité et effacer également cette inégalité des prorata au produit intérieur brut. Ce qui est bien cette substance, qui correspond bien à cette substance de la souveraineté réappropriation. Reconstruction de l'idée de souveraineté avec laquelle il faudra compter dans l'avenir de notre multilatéralisme. Reconstruction de l'idée de puissance. Notre isolement, les Européens pendant de longs siècles ne parlant qu'aux Européens, la logique compétitive westphalienne, tout ceci avait conduit à transformer dans notre histoire des relations internationales la puissance d'instrument en finalité, c'est-à-dire puissant pour être puissant, pour avoir un statut. Le statut devenait en quelque sorte la quête éternelle dans le jeu international westphalien. Dans le modèle chinois, la puissance a bien entendu quelques goûts d'autofinalité, mais elle est essentiellement instrumentale au nom d'autre chose. Et enfin, je dirais, une nouvelle approche des conflits. La matrice westphalienne, immanquablement, nous conduit en Occident à deux erreurs. À considérer qu'un conflit international est interétatique et donc ne peut être géré que par l'instrument militaire, alors que je ne crois pas que l'instrument militaire puisse grand-chose face à des acteurs sociaux, et surtout des acteurs sociaux délinquants. Et l'autre idée coupable, c'est de penser que nécessairement un conflit appelle une logique d'intervention. Ce qui est intéressant dans la matrice diplomatique chinoise, c'est que ces deux idées tendent à s'effacer face à une alchimie politique beaucoup plus compliquée, qui conduit d'abord la Chine à la prudence. Qu'ai-je à faire dans des conflits où je n'ai aucun intérêt? Je me souviens d'un de vos collègues, monsieur le ministre, qui me disait une fois, lorsqu'on avait une discussion vive sur le conflit israélo-palestinien et qui restait muet, au bout de 3/4 d'heure, il a dit la Chine n'a aucun intérêt particulier dans cette région du monde. Intéressant comme réflexion. Voilà. Et deuxièmement, l'idée que la logique automatique d'intervention aboutit davantage à compliquer l'équation qu'à la simplifier. Voilà
ce que, Monsieur le Premier, je voulais dire. Le sujet est tellement complexe qu'il faut bien prendre un petit bout de la plotte. Je vous laisse le reste de la plotte à votre discrétion. Je vous remercie. Merci.